Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire thématique. J'espère déjà que vous m'entendez bien. Alors je vérifie que le son est OK. Normalement vous devez bien m'entendre. J'attends juste qu'on me dise, on me confirme que c'est OK, qu'on m'entend bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez évidemment le dire en commentaire. Petite seconde. Bon, alors je suppose que c'est OK. Alors, bienvenue dans ce webinaire thématique, évidemment. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'identité numérique et des partages en ligne avec vos élèves. Donc, c'est un webinaire qui s'adresse aux professeurs de primaire et de première secondaire en général. Et donc, je vais partager avec vous du contenu, des astuces et des idées d'activités à faire en classe pour aborder le sujet de l'identité numérique et des partages en ligne. Alors d'abord, qui suis-je? Je me présente, donc je suis Flavie Gauthier, je suis formatrice et animatrice en éducation numérique pour Bibliothèques sans frontières. Voilà, donc notre association est une ONG qui existe depuis 2017 en Belgique, mais qui à la base est française et dont l'objectif est de promouvoir l'accès à la formation, la culture et à l'éducation. Alors je vais vous... Voilà. Et donc en Belgique, en fait, on s'occupe surtout d'éducation au numérique et d'éducation par le numérique à travers des projets comme par exemple Khan Academy, mais aussi les cyberhéros, donc le projet pour lequel je suis avec vous aujourd'hui, où on sensibilise les enfants de 8 à 14 ans dans les écoles et auprès des parents, dans les familles, à un usage sûr et critique du numérique. Et donc, on donne des conseils sur la sécurité en ligne, mais aussi sur la citoyenneté numérique. Voilà, et donc c'est pour ça que, comme on intervient auprès des écoles, ce webinaire s'adresse spécifiquement aux professeurs, mais bien sûr, les parents sont aussi les bienvenus pour écouter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, bien sûr. Moi, je les lis en direct, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je suis là pour répondre à vos questions sur ces sujets-là. Et on aura d'autres webinaires qui aborderont d'autres thématiques autour de la citoyenneté numérique. Donc, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre page Facebook pour être au courant. Voilà. Donc, pour commencer, il y avait un petit quiz à répondre avant d'assister à ce webinaire. Il y avait un quiz en ligne pour tester un peu vos connaissances sur le sujet. Ce quiz, il est disponible normalement aussi dans les commentaires si vous avez envie de le faire maintenant, si vous êtes un petit peu en retard. Sinon, j'ai bien eu les réponses de beaucoup d'entre vous, une quinzaine de personnes qui a répondu en ligne. Donc on va faire un débrief, mais tout d'abord je voulais juste redéfinir un peu le concept d'identité numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'identité numérique, c'est notre identité en ligne, en fait. Donc comment on apparaît sur la toile. On en a tous une aujourd'hui, vu que la plupart d'entre nous sommes connectés. Ça comprend ce que nous avons déclaré, donc ça c'est l'identité déclarative, c'est-à-dire notre nom, notre date de naissance, notre prénom, notre ville et d'autres informations personnelles que nous-mêmes avons renseignées volontairement sur le net. Donc ça c'est l'identité déclarative. Mais notre identité numérique est aussi composée de notre identité agissante, c'est-à-dire toutes les actions qu'on fait sur Internet. Donc par exemple, les réseaux sociaux sur lesquels on est inscrit, ça peut aussi nous aider à définir notre identité numérique. Les photos que l'on a postées, les vidéos, le contenu que l'on a posté, les commentaires qu'on a postés, tout ça c'est notre identité agissante. Et enfin, il y a notre identité calculée qui reprend toute notre activité en ligne, mais analysée par les grosses sociétés. Donc c'est par exemple le nombre de likes qu'on a mis, le nombre de commentaires qu'on a mis, le nombre de communautés virtuelles dans lesquelles nous sommes présents. Donc là, ce sont vraiment des calculs de big data, comme on dit. Donc nos données sont vraiment analysées. Et ce qui peut permettre aussi de faire des statistiques sur notre personnalité et qui peut nous classer aussi dans une certaine catégorie de personnes. Par exemple, je pense que vous savez tous que, ou peut-être pas encore, mais que sur le réseau social Facebook, on est vraiment
toutes les personnes qui sont inscrites sont vraiment catégorisées dans un certain type de personnes. Par exemple, si je prends mon exemple à moi, vivant à Bruxelles, dans la catégorie de tel âge à tel âge, aime tel genre de choses sur le net, ses passions sont ceci, cela. Et donc, on a tous une identité comme ça, calculée, que ce soit sur un réseau social précis ou aussi par d'autres géants géants du net qui font des calculs sur nos données personnelles. Voilà un peu pour l'identité numérique. Alors, n'hésitez surtout pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, évidemment. Alors, on va maintenant regarder un petit peu les questions du sondage auxquelles vous avez répondu. Alors, la première question, c'était « Qu'est-ce que je risque en partageant trop d'informations sur moi en ligne ?» Alors, je vois que effectivement, pour la réponse rien, car je n'ai rien à cacher, il y a eu quand même des personnes qui vont voter pour cette réponse-là. Évidemment, non, ce n'est pas rien. Évidemment, on risque quelque chose en partageant trop d'informations sur nous. Après, ça dépend d'où on met la limite du risque. Mais il y a quand même un risque aujourd'hui, et c'est avéré, de mettre trop d'informations sur nous sur le net, à commencer par le fait, donc je vois là ma sécurité et celle de ma famille. Effectivement, je vais peut-être commencer par la réponse être harcelé par des publicités ciblées, parce que je vois qu'il y a 70% des personnes qui ont répondu ça. Alors oui, ça c'est, on va dire, c'est le premier risque. C'est le tracking publicitaire, comme on dit. Donc c'est le fait, voilà, d'avoir le fait d'avoir mis trop d'informations sur nous, on risque d'être harcelé par des publicités, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est le modèle économique principal de la plupart des grandes entreprises du net, donc ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon. Et donc, pour résumer de manière très simple, quand on accepte des cookies, donc quand on clique la petite case accepter les cookies sur un site internet, on donne notre consentement, on accepte le tracking publicitaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des publicités qui vont nous suivre sur d'autres onglets de notre ordinateur. Donc je suis allée voir un site, je pense qu'on a tous vécu ça, je suis allée voir un site, j'ai regardé les canapés sur un site de vente en ligne, je vais avoir des publicités de canapés qui vont me suivre sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le tracking publicitaire. Qu'est-ce qu'on risque d'autre? Je vois l'usurpation d'identité, le piratage et le vol de données bancaires. Effectivement, l'usurpation d'identité, c'est très courant et c'est évidemment illégal parce que dans la réalité, on va dire la vie physique, on n'imaginerait pas voler la carte d'identité de quelqu'un pour se faire passer pour cette personne à la commune ou pour s'enregistrer de manière officielle. C'est la même chose sur Internet. Si on commence à créer un faux profil avec les données de quelqu'un d'autre, les photos de quelqu'un d'autre et l'identité de quelqu'un d'autre, c'est une usurpation d'identité. Et ça, j'insiste bien dessus parce que souvent, en tout cas chez les jeunes et les enfants, ça arrive qu'ils ne se rendent pas compte que ce fait-là est illégal. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ça. Et donc l'usurpation d'identité peut être un risque, en tout cas si on partage trop d'informations sur nous, c'est sûr. Le vol de données bancaires, ça c'est quand on ne fait pas attention, on peut aussi se faire pirater. Et donc effectivement, partager trop d'informations peut permettre aux pirates d'en savoir beaucoup plus sur nous. Et c'est jamais bon, ça c'est sûr. Enfin, ma sécurité et celle de ma famille, c'est quelque chose qui peut, dit comme ça, paraître un peu très fort. Mais considérant ce qu'on vient d'expliquer, ce n'est pas forcément si faux, même s'il ne faut pas être alarmiste, mais il ne faut pas être très naïf non plus sur ce qu'on met sur Internet. C'est pour ça que la réponse « je ne risque rien car je n'ai rien à cacher » aujourd'hui est très naïve, je pense en tout cas. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième question. Alors, une fois qu'un contenu est publié sur Internet. Alors là, il y avait 3 propositions. Il appartient à la plateforme sur laquelle je l'ai publié. Il est très difficile de le supprimer complètement. Il n'est accessible qu'aux personnes à qui je l'ai partagé. Évidemment, je vois que personne n'a répondu à la 3e question. Il n'est accessible qu'aux personnes à qui je l'ai partagé.
Non, on sait déjà c'est accessible aussi à la plateforme parce que elle garde ce contenu dans ses archives. Donc effectivement, ce n'est pas accessible aux personnes à qui je l'ai partagé. Et surtout, il faut savoir que il y a beaucoup de réseaux sociaux qui changent souvent leurs paramètres, etc. Et parfois, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver avec des paramètres qui sont déréglés d'une mise à jour à une autre. Et donc, je sais que c'était arrivé avec Facebook quand il y a eu plusieurs mises à jour. Et c'est vrai que parfois, il y avait des contenus qu'on avait partagés juste à nos amis, qui en fait ont été aussi partagés aux amis de nos amis. Donc voilà, il faut toujours bien se renseigner et être sûr à 100%. Mais en tout cas, la plateforme garde une trace de ce qu'on poste sur la plateforme. Donc, il n'est pas accessible qu'aux personnes à qui je l'ai partagé. Alors, il appartient à la plateforme sur laquelle je l'ai publié, oui, évidemment, mais il est possible de demander la consultation de ce que la plateforme détient et de demander le retrait d'un contenu. Ça, on ne le sait pas toujours et c'est super important parce que voilà, si on a mis une vidéo et qu'on le regrette, qu'on a envie de retirer une photo ou ce genre de choses, il y a des moyens de contacter les réseaux sociaux pour retirer ça. Il suffit de bien lire les conditions générales, mais surtout, il y a des associations qui peuvent vous aider dans ces démarches quand c'est quelque chose d'assez grave, comme Child Focus. Voilà, vous pouvez appeler Child Focus. Ils s'occupent aussi de ça, donc au 116 000, ou regardez sur leur site internet, ils ont un mail aussi. Et ils peuvent vous aider pour retirer du contenu que vous regrettez sur lequel vous avez publié sur une plateforme. Enfin, il est très difficile de le supprimer complètement. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, même si le contenu n'est plus en ligne, il est gardé dans les archives de la plateforme et donc il ne sera jamais complètement supprimé. Et c'est pareil, il faut vérifier aussi sur les moteurs de recherche. Peut-être que ce contenu est repris aussi parfois parce que des photos qui ont été publiées sur un réseau social peuvent aussi être prises dans un moteur de recherche. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de supprimer complètement un contenu et c'est pour ça il est d'autant plus important de bien réfléchir avant de partager quelque chose en public, en tout cas sur une plateforme quelle qu'elle soit. Alors, la troisième question, donc c'est sur les réseaux sociaux, je peux publier la photo de n'importe qui à partir du moment où elle m'appartient. Alors effectivement, ça c'est faux, complètement faux, et je pense que la majorité d'entre vous a répondu faux. Évidemment, non, ce n'est pas vrai. Il existe un droit à l'image et il faut faire très attention à ça. Il y a des exceptions à ce droit à l'image. Par exemple, si je suis dans la rue, dans un cadre général dans la rue, voilà, et que la photo n'est pas centrée sur moi, alors là, il n'y a pas le droit à l'image. Si je suis dans un événement comme une manifestation publique, un concert ou ce genre de choses, c'est pareil, il n'y a pas le droit à l'image. Le photographe qui prend la photo ne va pas aller demander le droit à l'image à toutes les personnes qui sont à cet événement culturel, par exemple. Voilà. Mais par contre, pour un enfant qui poste une photo de son copain, ou alors moi, en tant qu'adulte, je poste une photo d'amis, je dois normalement avoir leur autorisation pour poster cette photo, même si c'est quelqu'un de ma famille. Donc ça, j'insiste aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui aussi partagent des photos de leurs enfants, et il faut faire attention à ça. Enfin, je veux dire, c'est leurs enfants, donc légalement, ils ont le droit de partager des photos d'eux, mais pensez aussi au droit à l'image à votre enfant, le droit à l'image de votre enfant. Voilà, si quand il aura 25 ans ou si quand il aura 30 ans, papa, maman, pourquoi tu as posté cette photo de moi quand j'avais 5 ans sur Internet. Voilà, c'est des questions qu'il faut aussi se poser et donc peut-être réfléchir aussi au droit à l'image de son enfant, en tout cas à partir d'un certain âge. On peut lui poser la question s'il veut ou pas qu'on poste la photo de lui, voilà, en ligne. Effectivement. Et alors enfin, je vais passer... alors ah non, j'ai encore deux autres questions. Donc, que signifie RGPD? Là, vous avez tous compris. Donc, le RGPD, c'est effectivement le règlement général sur la protection des données pour protéger nos informations personnelles. Donc c'est un règlement européen qui a été adopté, si je ne me trompe pas, c'était il y a 2-3 ans, oui voilà. Et donc, qu'est-ce que ça, on sait ce que c'est, mais qu'est-ce que ça signifie? Voilà, ça veut dire que nos données personnelles sont protégées
et elles ne peuvent pas être utilisées sans nos consentements, en tout cas en Europe. C'est-à-dire, pardon, si vous êtes citoyen européen, vous ne pouvez pas avoir vos données qui soient utilisées sans votre consentement sur Internet. Le problème, c'est que quand on dit « j'accepte les cookies » sur une page Internet, on donne notre consentement. Donc ça équivaut à un consentement. Donc en fait, c'est un peu pervers parce qu'on ne lit pas tous les trucs qui arrivent sur nos pages quand on a des fenêtres intempestives qui s'ouvrent. Mais en fait, quand on accepte les cookies, on accepte le tracking publicitaire, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, accepter les cookies, c'est donner son consentement. Et publier une photo sur un réseau social, c'est aussi donner son consentement parce qu'on dit « j'accepte de publier cette photo ». Donc voilà, c'est un peu compliqué. Bien sûr, il y a une vidéo qui explique très bien ce que c'est le RGPD à des enfants, mais aussi de manière pédagogique pour nous. Ma collègue va la mettre en lien dans les commentaires normalement, donc vous pouvez la retrouver dans les commentaires. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque site internet conserve nos données et grâce au RGPD, on peut demander à un site internet ou une plateforme de nous envoyer les données qu'il conserve sur nous. Donc, je peux savoir qu'est-ce qu'on conserve sur nous et je peux demander à rectifier ces données. Voilà, grâce au RGPD. Donc voilà, c'est très technique, mais si vous regardez cette petite vidéo, elle explique aussi très bien ce que c'est le RGPD. Et toutes les associations, tous les clubs de sport doivent le respecter aussi aujourd'hui. C'est la loi en Belgique et partout en Europe. Alors, je finis le sondage avec cette ultime question à laquelle on a déjà un peu répondu. Notre identité numérique permet aux recruteurs ou aux publicitaires, par exemple, de se faire une idée plus ou moins juste de notre personnalité. Effectivement, c'est vrai. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport au tracking publicitaire, oui, on a une personnalité, une identité numérique qui a été fabriquée aussi pour les publicitaires. Et donc, protéger ces données, ça peut aussi servir à se protéger de ces publicités. Voilà, je regarde si vous avez des questions. Je n'en vois pas pour l'instant, mais n'hésitez pas, c'est pour les moindres questions à me dire ce que vous pensez. Je suis là pour y répondre, donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit peu les conseils, parce qu'on là, on a vu un peu les soucis qu'on pouvait avoir, mais quels sont nos conseils? Donc, nous, on a un personnage qui nous sert à intervenir aussi dans les écoles, c'est Cyberfuté. Donc, on a les cyber-héros, il y a 5 cyber-héros, et le premier, donc, c'est Cyberfuté, bien réfléchir avant de partager, donc c'est ce dont on vient de parler. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait réfléchir, on réfléchit à notre identité en ligne, notre identité numérique. Alors, j'ai mis test de Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très simple pour savoir, tiens, c'est quoi mon identité numérique? Parce qu'on n'est pas tous au courant. C'est de taper son nom dans un moteur de recherche. Google, j'ai mis Google, mais ça peut être autre chose. Je vous conseille de le faire régulièrement. On est souvent surpris de voir les données sur nous qui peuvent ressurgir, les photos qui sont libres d'accès à tout le monde, les données qu'on peut avoir, et aussi se dire, tiens, si quelqu'un ne me connaît pas et qu'il tape mon nom dans Google, qu'est-ce qu'il peut savoir de moi? Voilà. C'est pas pour être parano, c'est juste pour être au courant de ce qu'il y a sur nous, sur le web. Donc le faire régulièrement, ça peut être une idée aussi déjà pour être conscient de ce qu'on a laissé sur le web. Donc ça, ça peut être fait aussi avec les élèves, hein, bien sûr. Alors la question du partage en public ou en privé, sur un compte public ou sur un compte privé, ça c'est une grosse question aussi. Sur les réseaux sociaux, il y a toujours des paramètres de partage que à mes amis, que en public, ou en public, pardon. Ça, c'est des bonnes questions à se poser et évidemment, il faut inviter les enfants à se poser ces questions là aussi quand ils partagent des vidéos sur TikTok. Par exemple, sur TikTok, parce que je fais un lien, les vidéos sont d'office partagées en public. Donc, pour changer les paramètres et pour ne les partager que à ses amis, il faut bien aller dans les paramètres et changer ça. C'est-à-dire que si je crée mon compte sur TikTok, d'office, au début, ce sera tout en public. Il faut que j'aille chercher dans les paramètres pour changer ça. Et je parle de TikTok aussi parce qu'il y a eu un exemple là récemment.
d'une professeure qui avait posté sur TikTok une vidéo où elle commençait à critiquer, à noter, pardon, le physique de ses élèves. Donc c'était en Belgique. Et c'était à Herstal, je crois. Et donc là, la question, c'est... bon, déjà, il y a le contenu de cette vidéo, parce que voilà, c'est presque du cyberharcèlement, en fait, parce qu'elle note le physique de ses élèves. Donc ça, c'est le point de vue... Le contenu moral, moralement, c'est pas top. Mais surtout, le fait qu'elle ait partagé ça en public. En fait, tout le monde a vu cette vidéo. Donc je ne sais pas si elle s'est rendue compte que sa vidéo était partagée en public et que n'importe qui, ses élèves, pouvaient retrouver cette vidéo. Voilà, parce que vu que ce que ça implique après pour elle, sans doute que au niveau de son travail, elle l'a perdu, etc. Donc, toujours bien réfléchir à ça. Alors, je poursuis. Donc, j'ai gardé les informations sensibles pour soi. Et effectivement, moi, ça, c'est un peu quelque chose qui peut sembler logique, mais pas forcément pour les enfants. Et donc, toujours un petit rappel de ce que c'est les informations sensibles. Bah, par exemple, je ne sais pas, mon numéro de téléphone, mon adresse, moi, je ne les partage pas à tout le monde et je ne les affiche pas forcément non plus sur les réseaux. Donc voilà, donc ça peut être des choses à rappeler aussi, en tout cas aux enfants. Et enfin, respecter les limites et la vie privée des autres, même de sa propre famille. Bah là, tout à l'heure, je parlais du droit à l'image des photos. Effectivement, ça peut être une question qu'on peut poser à ses enfants. Est-ce que j'ai le droit de poster cette photo de toi sur les réseaux? Mais aussi, bah, respecter les limites et la vie privée des autres, ne pas raconter la vie des autres sur Internet. Voilà, c'est des principes qui peuvent sembler logiques, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc, c'est toujours bon de les rappeler. Voilà, et donc notre conseil principal, évidemment, c'est de toujours bien réfléchir avant de partager. Alors, euh, là, j'ai parlé beaucoup de conseils, d'images, etc. Je vais maintenant vous montrer. Donc, nous avons on a plusieurs activités qui parlent de cette thématique cyberfutée. L'exemple que je vais prendre là maintenant, c'est une activité qui s'appelle usurpation d'identité. Donc ma collègue va aussi mettre le lien dans les commentaires. C'est une activité qui est accessible gratuitement sur notre site internet. Et donc c'est une activité qui s'organise sur une période, donc à peu près 1 heure. L'idée, c'est de montrer justement aux élèves, de faire une sorte d'électrochoc pour leur faire prendre conscience des données qu'ils laissent à disposition de manière publique sur le web. C'est aussi une sensibilisation au risque d'usurpation d'identité, mais je pense que c'est aussi important de montrer parce que souvent on n'est pas conscient de ce qu'on laisse comme information sur Internet. Donc comment ça fonctionne? Donc là vous voyez en bas tout le matériel nécessaire pour cette activité, donc des feuilles, des stylos, de la colle, voilà. Et surtout en fait j'ai mis contenu utilisé des maquettes de profil. Donc, en fait, ça, c'est dans la fiche d'activité qu'on vous partage. C'est des photos, des fausses photos de compte TikTok ou de compte Facebook ou d'Instagram pour reconstituer une sorte de profil, de carte d'identité du web pour les élèves. Mais bien sûr, vous êtes libre d'adapter ça à votre sauce, évidemment. Mais c'est pour faire une sorte de faux profil à partir des données de l'élève. Donc comment ça marche? C'est que chaque enfant pioche le nom d'un camarade de sa classe. Alors, petite précision, si vous avez une classe où il y a déjà eu des cas de cyberharcèlement ou de faux profils ou de méchanceté comme ça sur le web entre élèves, je vous déconseille de faire cette activité parce que ça va ressortir, enfin voilà. Donc, plutôt pour les élèves qui sont déjà, on va dire, bienveillants entre eux, qui sont peut-être en 5e, 6e primaire, première secondaire, mais qui ne sont pas... voilà, qu'il y a... C'est difficile à dire parce que dans toutes les classes, peut-être il peut y en avoir, mais qu'il n'y a pas déjà des cas de harcèlement dans cette classe. Donc ils prennent tous le nom d'un autre de leurs camarades et ils doivent faire des recherches sur ce camarade à partir voilà, de son nom, son prénom. Évidemment, il ne doit pas y avoir de lien entre les deux personnes. Donc, c'est-à-dire que si on est ami avec lui sur un réseau social, on se déconnecte de tous les comptes parce qu'on doit faire comme si on était une personne inconnue qui tape le nom de cette personne sur Internet et qui cherche sur les réseaux sociaux des informations sur cette personne.
Et le but, en fait, c'est de récolter le plus d'informations. Donc, ça peut être la date de naissance, mais aussi les passions, qu'est-ce qu'il aime faire. Tiens, il est inscrit dans un club de tennis. Tiens, il a partagé telle photo, tel post. Il a écrit que tel jour, il allait manger un goûter chez tel autre élève. Voilà. Donc, on écrit tout ce qu'on trouve comme information sur cet autre élève. Et on crée comme ça une sorte de faux profil avec tout ce qu'on a trouvé. Et en fait, évidemment, le but, c'est de, à la fin, faire un débrief en groupe et de montrer à l'élève concerné sur lequel on a fait des recherches ce qu'il a laissé en accès public à tout le monde sur le web. Alors, tout à l'heure, je parlais de bienveillance entre les élèves. Évidemment, d'un autre côté, il faut aussi se rendre compte que si un élève de la classe a trouvé toutes ces informations sur Internet en public, ça veut dire qu'elles sont déjà accessibles en public. Donc peut-être que c'est mieux que ça ressorte pendant un atelier de classe avec vous, plutôt que voilà, que n'importe qui, qu'un jour ça lui arrive et qu'il se rende compte à ses dépens qu'il a laissé trop d'informations sur Internet. Donc je veux dire, c'est pas si grave si par exemple il y a vraiment des photos dérangeantes ou des vidéos qui ressortent, parce que ça veut dire que l'élève en question les a déjà laissées publiques. Donc ça peut faire ressortir des choses. Et donc quand on fait le débrief en groupe, on peut poser les questions. Est-ce que l'enfant visé pouvait imaginer qu'on pouvait trouver toutes ces informations sur lui? Oui ou non? Et surtout, comment l'autre enfant a fait pour trouver toutes ces informations? Est-ce qu'il a cherché juste sur un moteur de recherche? Est-ce qu'il a cherché sur les réseaux sociaux? Voilà. Et après, on peut aussi parler de la définition de l'usurpation d'identité et le fait que c'est un délit et qui est puni aussi par la loi, évidemment, et qui consiste à prendre délibérément l'identité d'une personne. Voilà notre activité sur l'usurpation d'identité. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous inspire ou pas, effectivement. Alors, pour les plus jeunes et pour les autres, on a aussi d'autres activités sur l'identité numérique. Voilà, donc dans notre guide, on a un guide pédagogique qui comprend une trentaine d'activités avec les 5 thèmes. Et le premier thème, celui-ci dont on parle aujourd'hui, voilà, qui est en bleu foncé, il y a plusieurs activités dans ce thème qui peuvent aborder d'une autre manière l'identité numérique. Par exemple, il y a une activité qui s'appelle Qui est cette personne, qui est un peu le même genre que celle dont je vous parlais juste avant, mais qui travaille plus sur des personnages fictifs. Donc on a des personnages fictifs qui ont posté plusieurs choses et on doit déduire leur identité à partir de ces posts. Voilà, donc ça c'est peut-être moins voilà, visé personnel, mais par contre, ça vise moins personnellement les élèves, mais par contre, personnellement, je pense que ça peut avoir moins d'impact aussi. Voilà, ça c'est un conseil. Et enfin, on peut aussi travailler pour les quatrièmes, les plus jeunes, sur la différence entre identité, ma carte d'identité, et l'identité numérique, et donc aussi parler des avatars. Voilà, je me construis un avatar pour intervenir sur le web parce que je veux pas qu'on voit tout le temps mon visage ou ce genre de choses. Quelle identité numérique je pourrais me construire pour protéger mes informations sur Internet? Donc là, il y a aussi une activité qui parle un peu de la création d'avatar, de la création d'identité numérique et la différence avec sa vraie identité. Voilà, donc je regarde un petit peu si vous avez d'autres commentaires. Alors, je ne vois pas de commentaires pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions, notamment sur l'organisation des activités. Ça, je peux tout à fait y revenir. Il n'y a pas de problème. Je voulais vous montrer aussi que, évidemment, nous, on est là pour introduire aussi le sujet avec vos élèves. Et donc, on organise aussi des animations et des formations avec les écoles. Et une des animations qu'on fait
est gratuite et se fait à distance. Et vous voyez la petite vidéo, alors c'est de l'autre côté, c'est là. Vous voyez la petite vidéo ici. Donc en fait, on est en live dans les classes et alors on aborde les 5 thématiques des cyber-héros et on pose des petits défis, des énigmes aux élèves via un chat, donc un chat qui est accessible et nous on voit les commentaires en direct et on répond aux classes et ça marche très bien. Donc voilà, c'est une alternative évidemment qui a été faite vu le contexte actuel, pardon, ou le fait qu'on doit intervenir à distance. Donc ça, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur notre site si vous êtes intéressé par une de ces animations gratuites. On a aussi des formations plus poussées auprès des professeurs qui sont données et un accompagnement donc, avec les parents et les professeurs. Donc ça, c'est une formule qui est payante par contre, mais qui est aussi disponible en ce moment. On a trouvé des alternatives aussi pour les organiser. Et donc ça, c'est vraiment si vous voulez inclure votre école dans un projet de plus longue haleine sur ces questions-là. Alors, voilà. Donc là, vous voyez bien la vidéo qui résume. Donc, je la laisse passer. Si vous voyez, donc ici le chat sur lequel on voit les commentaires des écoles en direct. Il y a plusieurs écoles qui se connectent en même temps. Et donc, on pose vraiment des questions concrètes à partir d'exemples concrets aux élèves d'une classe. Voilà, voilà. Hop. Et donc, je vous laisse... je vous dis aussi que le mois prochain, on abordera, pareil, dans un webinaire à peu près de 30 minutes, 40 minutes, la question des fake news et de la désinformation sur Internet. Donc, ce sera une autre thématique des cyber-héros. Donc, comme je l'ai dit, il y a 5 thématiques. Et donc, la prochaine thématique, ce sera sur les fake news et la désinformation en ligne, cybervigilant. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre pour savoir la date. Donc, ce sera sans doute vers début février. Donc, on fera aussi un autre point sur cette question. Alors, je reste un peu parce que je sais qu'on a un petit décalage pour voir si vous avez d'autres questions et d'autres commentaires. N'hésitez pas à nous contacter aussi par mail s'il y a des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, d'aller voir sur notre site. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi tout ce live. Merci à tous de nous suivre et d'avoir participé à ce webinaire en tout cas, et qui était assez dense, mais j'espère intéressant. Et je vais attendre encore 5 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah oui, et alors j'ai oublié de te dire que nous avons aussi la variante en néerlandais. Donc notre collègue fait aussi la même chose en néerlandais et fait aussi les animations avec les écoles en néerlandais. Donc n'hésitez pas à la contacter. Vous pouvez contacter à la même adresse mail que nous ou vous allez voir sur notre site la version néerlandophone. Je vérifie. Tac, tac, tac. Alors, concernant la rediffusion, évidemment, donc je viens de voir qu'il y avait une question sur ça. La rediffusion, effectivement, la vidéo sera disponible en replay. Hein. Donc, vous pouvez la revoir quand vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Ok, ben, comme il n'y a pas de questions, je vous dis à tous merci et bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.